Bonjour, Donald Trump quitte le pouvoir, non sans mal, et Joe Biden lui succède comme 46e président des États-Unis. Alors, des États-Unis divisés, plus divisés que jamais, et c'est l'occasion pour nous, en partenariat avec l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, de faire une sorte d'auscultation de ce pays. Donc nous le faisons avec des chercheuses et des chercheurs. Nous recevons Tamara Boussac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire des États-Unis à l'EHESS et votre domaine de recherche concerne le conservatisme. Alors la première question, elle est simple, c'est dans quel état se trouve le Parti républicain après 4 ans de présidence Trump? En fait, Trump quitte le Parti républicain en moins bonne posture qu'il ne l'avait trouvé il y a 4 ans, parce que déjà le parti est devenu un parti d'opposition, ce qui n'était pas il y a 4 ans où il était vraiment le parti majoritaire au sein des institutions fédérales comme au niveau local. Donc on avait pu dire à l'époque que Trump avait vraiment renforcé le parti, aussi bien électoralement, à la base. Et aujourd'hui, de fait, c'est plutôt un parti en voie de déliquescence qu'il laisse. Alors ça avait commencé en 2018 avec la perte de la Chambre des représentants au moment des élections de mi-mandat. Et aujourd'hui, on le voit avec la perte du Sénat, de la présidence. La question de l'après-Trump se pose beaucoup pour le parti parce qu'on peut vraiment penser qu'il va y avoir une sorte de crise identitaire au sein du parti, justement pour se relever du Trumpisme. Et de fait, c'est un parti très divisé qu'il laisse. Alors, à l'origine, non. Le parti était vraiment devenu le parti de Trump pendant 4 ans. Il y avait eu très peu de dissensions internes pendant sa présidence et le Congrès était vraiment devenu une espèce de machine à appliquer les réformes du président et avec une certaine complaisance d'ailleurs des élus à l'égard des déclarations qu'il avait pu faire. Et on voit que cette unité, elle a commencé à se déliter à peu près au mois de décembre, au moment où les recours en justice à la Cour suprême et dans les tribunaux d'État ne donnaient rien. Certaines personnalités comme Mitch McConnell, le chef à l'époque de la majorité républicaine au Sénat, avaient déjà commencé à prendre ses distances. Et donc cette scission, elle commençait déjà à s'esquisser entre les républicains qui soutenaient Trump, quoi qu'il arrive, et ceux qui avaient accepté le jeu démocratique et institutionnel. Et puis, depuis les événements du Capitole, la scission, elle est entre ceux qui vraiment veulent rejeter la frange d'extrême droite qu'on a vue très active à ce moment-là, et ceux qui restent dans une forme de complaisance par rapport à Trump parce que l'identité, l'avenir du parti est relativement et de fait incertain. Donc la division perdure et c'est très difficile effectivement de voir comment les positions vont évoluer les prochaines semaines, les prochains mois. Alors quelle place Trump peut-il occuper justement au sein de ce parti républicain? Est-ce qu'on peut imaginer si le procès en destitution va à son terme, même s'il quitte le pouvoir, ça l'empêcherait de revenir sur la scène politique, mais est-ce que le Trumpisme, lui, va rester? C'est vrai qu'il y a les deux questions, le Trumpisme et la question de Trump. Alors, de fait, il n'est pas dit que effectivement la procédure de destitution aboutisse. Et même si elle aboutit donc au Sénat avec le procès qui aura lieu, la décision de l'empêcher de revenir à la présidence ou d'être élu à nouveau est légèrement décorrélée. C'est-à-dire qu'il faudrait un deuxième vote, quelque chose de spécifique sur cette question-là. Donc, en fait, Trump, je pense qu'il espérait ces 4 prochaines années, alors soit revenir dans 4 ans, c'est parce qu'il y a fait allusion, soit devenir un peu un faiseur de roi au sein du parti, en adoubant ceux qui lui avaient été fidèles, comme un Ted Cruz par exemple. Aujourd'hui, depuis les événements du Capitole, c'est très difficile de croire vraiment à quelque chose comme ça, parce que Trump devient très marginalisé au sein du parti, même s'il a toujours une base qui lui est très fidèle, et notamment beaucoup d'élus locaux, et ça, je pense que structurellement, c'est très important. Les bébés Trump, c'est ce qu'on appelle les bébés Trump? Les bébés Trump, alors il y a effectivement tous ceux qui ont été élus, on va dire par exemple à la Chambre des représentants, il y a beaucoup de nouveaux élus là qui vont faire leur entrée dans la nouvelle cohorte du Congrès et qui ont été, et notamment des femmes conservatrices qui ont vraiment joué la carte Trump jusqu'au bout et qui continuent à le faire. Et aussi en fait les élus locaux, les représentants des commissions républicaines dans les comtés notamment, et on l'a vu en fait, c'est même depuis le 6 janvier, restent quand même favorable à Trump.
voilà, quand on pense au vote d'empêchement, enfin d'impeachment qu'il y a eu à la Chambre, en fait, les Républicains n'ont pas vraiment voté pour cette procédure. Donc, en fait, institutionnellement, c'est difficile de voir comment ça va vraiment se passer. Même s'il y a une prise de distance symbolique, politique, voilà, institutionnellement, les Républicains restent quand même un peu dépendants de Trump. Enfin, en tout cas, c'est assez incertain. Et en fait... et sur le Trumpisme que vous évoquiez, comment on peut le définir, ce Trumpisme, justement? Si on devait le définir, c'est quoi le... C'est vrai que c'est une notion assez vague qu'on emploie pour parler généralement de ce que Trump fait à la politique américaine. Mais effectivement, c'est assez vague et c'est assez nébuleux comme notion. Je pense qu'il y a peut-être trois éléments qu'on peut associer au Trumpisme. Le premier, il est très au style de Donald Trump, donc très, très outrancier, très direct, qui passe par les réseaux sociaux notamment, et qu'on a pu qualifier de populiste, à raison, hein, de fait, et parce qu'il s'oppose à ce qu'il définit, lui, comme le politiquement correct. Et aussi, voilà, dans ce qui concerne la communication, la prise de parole, je pense qu'un élément important, c'était aussi, par exemple, la mise en scène de soi que Trump faisait comme homme puissant, homme très viril, et qui, je pense, a beaucoup plu, en fait, à beaucoup de ses électeurs. Et je pense qu'on a vu ça aussi un peu dans le soulèvement du Capitole. Très masculiniste. Très masculiniste, exactement, avec des hommes qui se mettaient torse nu, des peaux de bêtes, qui exhibaient leurs tatouages. Et je pense que Trump a beaucoup avivé ça, en fait, par beaucoup de déclarations qu'il a faites et qu'on a un peu en tête. Donc ça, voilà, c'est un peu le côté symbolique de communication. Le deuxième élément du Trumpisme, c'est plutôt sur le fond, c'est-à-dire les nouveaux thèmes que Trump a vraiment réussi soit à imposer au parti, soit à mettre sur le devant de la scène publique. Donc, alors, au sein vraiment du parti et de ce qu'il a réussi à faire au Congrès, c'est tout ce qui concerne la mondialisation, c'est-à-dire le discours autour des relocalisations d'entreprises qui est repris par beaucoup d'élus républicains de fait, ce qui va aussi de pair avec sa doctrine America First, l'idée de faire passer les États-Unis avant toute chose. Et là, dans ce côté un peu de fond, on peut aussi penser à tout le discours et les dispositions très sécuritaires, très anti-immigration. Et de fait, ça reste, je pense, l'une des tragédies que Trump laisse derrière lui, c'est les ravages qu'ont fait sa politique de rétention aux frontières avec des enfants séparés de leur famille. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'administration Biden va vraiment devoir reprendre en main. Et enfin, le troisième élément du Trumpisme, c'est plutôt sur la notion qu'on emploie, je trouve, beaucoup par métonymie, en fait, pour désigner de manière assez vague la coalition électorale qui a amené Trump au pouvoir et qui est très large en fait, parce que ce sont des républicains classiques qui finalement se sont tournés vers Trump, des évangéliques également, chrétiens, qui sont très visibles au sein du parti. Et c'est comme ça qu'on va parler, par exemple, pour parler des manifestants du 6 janvier, on va parler de la frange la plus radicale du Trumpisme, parce que c'est effectivement un élément constitutif de sa base électorale et qui, pour le coup, je pense, va lui rester très, très fidèle symboliquement. Est-ce qu'on pourrait assister à une scission du Parti républicain? C'est-à-dire, si ça continue comme ça, si Trump, parce que c'est plutôt le personnage, nous a habitués à une forme de résistance, de déni, est-ce qu'il pourrait aller jusque-là? C'est-à-dire, on assisterait à une sorte de Tea Party concurrent du Parti républicain, plutôt establishment? Oui, alors de fait, les partis politiques aux États-Unis sont de grandes coalitions qui rassemblent des franges très différentes et on le voit, alors c'était ces dernières années très visible au sein du Parti démocrate, au Parti du républicain aussi. Vous avez évoqué le phénomène du Tea Party qui s'est mobilisé à la fin des années 2000 contre la politique de santé du président Obama et qui a beaucoup influencé de fait le parti. À l'époque, il y avait eu beaucoup de représentants qui avaient été élus sous l'étiquette. Alors la scission, elle est interne, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir, je pense, de nouveaux partis qui va émerger, ou alors vraiment des choses très locales, des initiatives, mais dont l'inscription politique va, je pense, poser question. Enfin, c'est pas certain que ça se produise. Mais oui, la division, au sein du parti, elle va continuer, c'est sûr. Je pense que on le voit déjà avec des figures comme Ted Cruz, Josh Hawley, des gens qui étaient déjà là, parfois qu'on a un peu redécouvert à l'occasion du déni électoral de Trump et qui vont qui quand même tous condamnent l'incitation à la violence faite par Trump, mais qui pensent que sa légitimité en tant que président n'est pas
aussi entaché que ce que les démocrates voudraient faire croire et qui, oui, dans un sens, vont peut-être continuer à jouer les mêmes cartes que Trump a mises en place. Alors, sur le site de Mediapart, on a publié un article d'Alexis Buisson sur le Parti républicain et il mentionnait justement cette période d'introspection qu'avait eu le Parti républicain avant que Trump ne s'empare de lui, justement pour essayer de coller à cette nouvelle Amérique, etc. Alors, ils ont fait exactement le contraire, mais est-ce qu'on pourrait assister de nouveau à une sorte d'introspection? Parce que vous l'évoquiez au début de notre entretien, ils ont perdu à peu près tous les rouages du pouvoir. Oui, absolument. En fait, dans un sens, Trump avait un peu réussi à sortir, paradoxalement, en fait, le parti de la crise qu'il connaissait depuis la fin de la présidence Bush, où en fait le parti était extrêmement impopulaire, et d'ailleurs ça s'est vu avec les 8 ans de présidence Obama. Et de fait, le champ de la primaire de 2015-2016 était extrêmement ouvert, c'est-à-dire qu'au début il y avait 17 candidats, et au final il y avait des candidats avec des propositions extrêmement différentes, aussi bien au niveau de la politique intérieure que de la politique extérieure. Trump a réussi en fait à s'imposer au sein de ce champ très ouvert, comme vous dites, un peu à la recherche de soi, à la recherche de l'identité du parti. Et là, sans Trump, je pense qu'en fait cette espèce de nébuleuse républicaine, on va la revoir, et probablement que dans 4 ans, on va revoir des personnalités qui étaient déjà là aux primaires de 2015-2016, qui à l'époque n'ont pas réussi à s'imposer contre Trump, mais qui vont peut-être réessayer de réémerger. On peut penser donc à Ted Cruz, que j'ai déjà mentionné, Marco Rubio, pareil, sénateur de Floride, qui sont des jeunes en fait et qui ont encore, je pense, un rôle à jouer, en tout cas qui vont essayer de s'imposer, peut-être comme Trump l'a fait. Mais c'est sûr qu'en fait, il va laisser un grand vide, et je pense que certains vont essayer d'en profiter, mais qu'effectivement, ça va donner lieu à une forme d'introspection, de crise identitaire pour redéfinir le parti. Alors, dernière question, est-ce qu'on pourrait voir les enfants de Trump essayer de se lancer en politique ? Je ne suis pas sûre que ça les intéresse tellement. Peut-être son fils aîné, Don Jr., qui lui est vraiment très actif, très médiatisé. On le voit souvent, on l'a vu dans les meetings. Exactement. Ce qui n'est pas vraiment le rôle qu'a Ivanka Trump, qui a un rôle plus intellectuel en fait, plus en retrait, qui va essayer de prendre des positions pour tempérer celle de son père, donc qui contrebalance un petit peu le côté un peu incontrôlable de Trump. Mais c'est vrai que Don Jr., il a plus ce profil. Alors, est-ce s'il devait entrer en politique, peut-être qu'il commencerait par des rôles locaux ou que sais-je. Peut-être, je ne sais pas, on verra. Merci Tamara Boussac. On verra bien, de toute façon. Bien on continuera sur Mediapart à parler de cette nouvelle ère où il y aura Joe Biden, mais peut-être que Trump sera toujours là dans les coulisses. Et puis pour les entretiens menés en partenariat avec l'École des hautes études en sciences sociales, c'est sur le site de Mediapart.